Bonjour, cette vidéo porte sur la dérivation vectorielle et notamment sur les usages qu'on en a en sciences industrielles pour l'ingénieur. Nous aurons besoin de dériver des vecteurs en sciences industrielles pour l'ingénieur, essentiellement en cinématique pour le calcul de vitesse ou d'accélération, ou bien donc en dynamique. Pour étudier des mouvements, il est nécessaire d'utiliser un système de référence. Je vous rappelle qu'un repère est une association d'une base avec trois vecteurs qui seront généralement chez nous des bases orthonormées directes et d'une origine, c'est-à-dire d'un point. À cela, on rajoutera une base de temps pour pouvoir étudier le mouvement dans le temps. Un vecteur peut être défini par ses coordonnées, mais pour pouvoir représenter les grandeurs physiques qui nous intéressent, nous préférons généralement le représenter en le caractérisant avec une direction, une norme et un sens. Au cours du temps, ce vecteur va pouvoir changer de norme, et donc augmenter ou diminuer en norme, mais il pourra aussi changer de direction. La dérivation en mathématiques est un calcul qui nous permet donc de caractériser la variation d'une grandeur, et donc la variation d'un vecteur comportera ces deux notions, la variation de norme et la variation de direction. Si l'on cherche à illustrer ce genre de phénomène, ici nous avons un perforateur pneumatique avec ici un mouvement de percussion qui est généré par ce système ici bielle-manivelle. Ici avec donc la manivelle qui tourne, la bielle qui transmet un piston qui va comprimer l'air pour aller percuter le marteau et donc jouer son rôle de perforateur. Si l'on regarde différentes vitesses, ici on voit que la vitesse de la manivelle, d'un point de la manivelle par rapport au bâti, a une norme qui est constante, puisque le moteur tourne à vitesse constante, mais par contre sa direction varie au cours du temps. Et ici on a un point qui est fixe sur la biellette, ici le point médian entre les deux articulations de la biellette. Et ici on voit la vitesse de ce point, donc de la biellette, par rapport au bâti, donc au cours du mouvement. Et on voit que non seulement cette vitesse change de direction, nous avons souvent répété qu'en mécanique du solide, nous travaillerons avec des bases orthonormées directes et que nous associerons à chacun ou à chacune des classes d'équivalence cinématique une base propre à celle-ci. Et donc on a déjà présenté précédemment ce que l'on appelle les figures de changement de base, où l'on voit ici par exemple une figure qui nous permet de passer de la base 0 à la base 1 par une rotation autour de l'axe 0, donc normal au plan XY, à l'aide d'un angle alpha qui est donc orienté et dessiné ici positif. On peut se poser la question, quelle est la variation de ce vecteur x1 au cours du temps? Et donc que l'on pourrait penser écrire le dérivé de x1 par rapport au temps. Si l'on cherche à faire augmenter alpha au cours du temps et donc avoir un alpha point, c'est-à-dire une vitesse de rotation positive, on pourrait apercevoir ceci si l'on est dans le repère 0. Par contre, si l'on veut observer le même mouvement, donc avec toujours alpha qui augmente avec donc une vitesse de rotation alpha point positive, mais si l'on observe ce même mouvement en se fixant par rapport au repère 1, on va voir donc le repère 1 qui ne bouge pas et c'est le repère 0 qui tourne entre guillemets dans l'autre sens. Donc dans ces deux points de vue différents d'un même mouvement, nous avons vu une fois le vecteur x1 mobile et une autre fois le vecteur x1 immobile. Donc lorsqu'on va vouloir caractériser la variation du x1 au cours du temps, il faudra préciser le repère dans lequel on l'observe. C'est pour cela que quand on dérivera un vecteur, il faudra préciser dans quel repère on dérive ce vecteur. Si on est dans le repère 1, ici, puisque x1 fait partie ou construit lui-même le repère 1, sa variation sera nulle, et donc la dérivée de x1 sera égale au vecteur nul. Par contre, si l'on se met dans un repère d'observation 0, on avait vu tout à l'heure que le vecteur x1 était mobile, donc sa dérivée sera non nulle, donc elle ne sera pas égale.
Donc si l'on se place dans un cas général avec ici deux repères, un repère R et un repère R', qui sont deux repères orthonormés directs, un vecteur U quelconque exprimé dans le repère R, avec des composantes donc A, B, C, on pourra donc soit dériver ce repère U dans le repère R, et dans ce cas-là, vu que les vecteurs I, J, K constituent le repère R, il suffira de dériver uniquement les coordonnées du vecteur. Et avec ici A point, B point, C point, qui sont les dérivés au cours du temps des coordonnées A, B, C de notre vecteur. Par contre, si l'on veut dériver le vecteur U dans le repère R', I, J, K étant potentiellement mobile dans le repère R', il faudra aussi dériver les vecteurs I, J, K dans le repère R'. Et donc ici, on a une somme, U étant une somme de 3 produits. Il faudra donc à chaque fois dériver mes doubles produits, c'est-à-dire dériver A en le multipliant par I, puis multiplier la dérivée de I par A, et ainsi de suite. Donc ici, on obtient une formule de dérivation vectorielle générale que l'on a démontrée dans le... Et on peut démontrer que cette formule de dérivation vectorielle nous amène à écrire que la dérivée d'un vecteur U par rapport au temps dans le repère R' est égale à la dérivée d'un vecteur U par rapport au temps dans le repère R, plus la vitesse de rotation du repère R par rapport à R', vectorielle, le vecteur U. Cette formule de dérivation vectorielle est vraie peu importe le vecteur U, peu importe les repères R et R'. Toutefois, je vous conseille fortement de ne l'utiliser que sur nos vecteurs unitaires, donc de nos bases orthonormées directes. Donc sur un petit problème de cinématique, ici si on prend un robot 6 axes, avec ici donc un axe de rotation verticale qui ne nous intéresse pas, un axe de rotation sur ce qu'on va appeler l'épaule, ici un axe de rotation sur ce que l'on peut appeler le coude, un autre axe de rotation sur le poignet, il y a en fait un autre axe de rotation ici sur le bras et un autre axe de rotation au niveau de l'outil. Donc on se pose dans un problème plan où on n'a que des rotations au niveau de cet axe-ci, donc de l'épaule et du poignet, et puis on négligera aussi la rotation au niveau de l'outil, enfin du poignet, puisque ça serait redondant sur notre démonstration. Donc si l'on reprend le robot, on va pouvoir paramétrer le problème en prenant un repère 0 que l'on va fixer au bâti, un point A au niveau de l'articulation du coude, un point B au niveau de l'articulation du poignet. On fixe au niveau du bras un repère 1, donc dirigé par le vecteur OA, un repère 2 avec le vecteur X2, donc au niveau de l'avant-bras dirigé par le vecteur AB. On caractérise ces orientations avec des angles alpha et bêta, et on paramètre les longueurs fixes, c'est-à-dire les longueurs OA par L1 et les longueurs AB par L2. On finit le paramétrage en illustrant ces changements de base par des figures de changement de base, où l'on indique les angles alpha et bêta dans le sens positif, donc dans le sens direct, et eux-mêmes étant représentés positivement. On peut se poser la question de quelle est la vitesse de A dans le repère lié au bâti. Pour cela, on va commencer par dériver la position du point A dans le repère 0. Et donc, il va falloir définir un point fixe dans le repère 0. Donc ici, l'origine de notre repère 0, OA. Donc, il suffit de dériver le vecteur position OA par rapport à R0. En utilisant le paramétrage OA, c'est égal à L1x1. L1 étant une constante, on peut avoir uniquement à dériver le vecteur x1 par rapport au repère 0, donc en fonction du temps. Si l'on utilise notre formule de dérivation vectorielle, on va choisir de dériver le vecteur x1 dans le repère 1, et après on fait le produit vectoriel de la vitesse de rotation de R1 par rapport à 0 dans x1. L'idée étant que
le vecteur x1 étant fixe dans le repère 1, cette dérivée sera nulle. Donc en fait, l'utilisation de cette formule de dérivation vectorielle nous permet en fait de ne pas dériver les vecteurs et de faire des produits vectoriels. Donc ici, la dérivée de x1 par rapport au temps de R1 est nulle, et il suffit de faire le produit vectoriel de la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. Donc 1 par rapport à 0, c'est une notation autour de l'axe z0 caractérisée par l'angle alpha. Sa vitesse de rotation, ce sera donc la dérivée de alpha au cours du temps, alpha point, portée par z0. Ce produit vectoriel se fait simplement sur cette figure de changement de base, et on obtient donc le résultat L1 alpha point y1. Si l'on cherche à représenter ce vecteur, il aura une direction donc perpendiculaire à OA, donc perpendiculaire à x1, donc portée par y1, et on retrouve bien les caractéristiques vues en physique sur ce que les physiciens appellent le mouvement circulaire, où la vitesse est donc tangente à la trajectoire, donc tangente au cercle de centre O et de rayon OA, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon OA. Si l'on s'intéresse maintenant à la vitesse du point B, on peut chercher à caractériser la vitesse du point B dans un premier temps dans le repère 1, c'est-à-dire la vitesse du point B par rapport au bras. Donc on va chercher à positionner ce point B dans ce repère du bras. Donc on cherche un point qui est fixe dans le repère du bras, dans le repère R1. Et donc on va positionner B par rapport au point A. Donc on dérive le vecteur position AB par rapport au temps dans le repère R1. En utilisant le paramétrage, on exprime AB avec la longueur constante L2 portée par le vecteur unitaire x2. Et de la même façon que tout à l'heure, on aura uniquement à dériver le vecteur x2 par rapport au temps dans le repère 1. On utilise notre formule de dérivation vectorielle en choisissant de dériver dans le repère 2 pour pouvoir annuler ce terme-là. Et on aura donc uniquement ce produit vectoriel, donc de la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1, donc caractérisé par l'angle β autour de l'axe z0, donc β.z0. Et l'on trouve encore une fois quelque chose qui est perpendiculaire au vecteur AB, de la même manière que ce que l'on avait trouvé tout à l'heure, puisque le point B a une trajectoire circulaire de centre AB dans le repère R1. Donc on pourrait représenter la vitesse de B de R1 dans ce sens-là. Maintenant, si l'on veut calculer la vitesse de B dans R0, donc dans mon repère lié au bâti, on va dériver la position de B dans R0, c'est-à-dire on va écrire un vecteur position à partir du point OB qu'on va dériver par rapport au temps dans R0. Donc on décompose OB en étant OA plus AB, L1 et L2 étant toujours des constantes. Il suffira d'utiliser la formule de dérivation vectorielle de x1 dans R0 et de x2 dans R0. Pour x1, on fait comme tout à l'heure, on passe par le repère 1 pour annuler cette dérivée. Pour x2, on passe par contre dans le repère 2 pour annuler cette dérivée. Donc une fois, on va considérer la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. Et dans le deuxième cas, la vitesse de R2 par rapport à R0. Donc il faut faire attention que la vitesse de R2 par rapport à R0, c'est la vitesse de R2 par rapport à R1, plus la vitesse de R1 par rapport à R0. Et donc on retrouve les mêmes produits vectoriels à faire, et donc le résultat final est une composition de vitesse portée à la fois par Y1 et par Y2. Voilà pour cette vidéo sur la dérivation vectorielle. La chose qui me paraît la plus importante à retenir, c'est que l'on va chercher à dériver les vecteurs de base unitaires. Donc on utilisera cette formule de dérivation vectorielle uniquement sur les vecteurs de base. Et on cherchera en fait à annuler ces dérivées en choisissant un repère de dérivation qui est donc le repère dans lequel est défini notre vecteur unitaire de base. Voilà.